Passons maintenant à une découverte incroyable à l'étranger, un ensemble complexe de monuments de pierre probablement restés cachés pendant des milliers d'années, non loin du célèbre site de Stonehenge. Cela laisse penser que les mystères qui entourent cette région sont plus vastes que beaucoup d'entre nous ne l'imaginaient. Grok AI a résolu le mystère de Stonehenge en 2026, et ce qu'elle a révélé est véritablement stupéfiant. Il ne s'agit pas d'une nouvelle théorie, ni d'une réinterprétation d'idées existantes, mais d'une conclusion fondée sur les données que 5000 ans de recherche humaine ont totalement ignorées. En 2026, des chercheurs ont fourni à Grok toutes les mesures, toutes les études archéologiques, tous les calculs astronomiques jamais effectués sur Stonehenge. 3 siècles de recherches accumulées condensées en une seule analyse par EA. Ce que Grok a découvert n'était pas ce que l'on attendait. La véritable fonction de ce monument est totalement étrangère aux explications qui nous ont été données. Les connaissances mathématiques qu'il renferme n'auraient pas dû exister avant 3000 ans. La précision astronomique inscrite dans ces pierres exigeait des capacités que nous ne pouvons toujours pas expliquer pleinement. Et le schéma que Grok a identifié dans la séquence de construction, celui qui a glacé le sang des chercheurs, remet en question l'identité réelle de ces bâtisseurs. Voilà ce que l'IA a découvert le monument qui n'aurait jamais dû exister. Stonehenge se dresse sur les plaines crayeuses, balayées par les vents de Salisbury, en Angleterre, à 145 km au sud-ouest de Londres. Surgissant des terres agricoles, son aspect a fasciné les hommes pendant des siècles, non pas tant pour sa beauté bien qu'il en soit une que pour son caractère impossible. L'anneau extérieur est composé d'énormes blocs de grès sarsen, chacun mesurant plus de 6 mètres de haut et pesant environ 25 tonnes extraits des Marlborough Downs, à une trentaine de kilomètres au nord et assemblés par des linteaux horizontaux aux joints d'une précision extraordinaire. Le savoir-faire déployé dans ces assemblages serait impressionnant à n'importe quelle époque. Mais venant du néolithique, il est presque inexplicable. À l'intérieur de cet anneau extérieur se trouvent les pierres bleues plus petites, mais pesant tout de même jusqu'à 4 tonnes chacune transportées depuis les collines de Preseli au pays de Galles sur 225 km sans outils métalliques, sans véhicule à roues, capable de supporter une telle charge, sans grue, ni aucun engin de levage que l'on puisse identifier avec certitude. Réfléchissez bien à ce que cela signifie concrètement. Même les ingénieurs modernes disposant de tout l'équipement nécessaire considèrent la mise en place d'une pierre de 25 tonnes, taillée avec précision comme un défi logistique de taille, exigeant une planification rigoureuse et des connaissances spécialisées. L'explication classique, rouleau de rondins corde-rampe de terre SS et erreurs incessants, s'est toujours heurtée à la réalité physique des résultats obtenus. Elle n'a jamais été entièrement satisfaisante, et la plupart des chercheurs qui étudient sérieusement les chiffres le savent. Et voici ce qui aggrave encore la situation. Le monument a été construit en plusieurs phases entre 3000 et 2000 avant notre ère. Les premiers travaux ont consisté à creuser un fossé circulaire bordé de terre, puis sont apparues 56 fosses mystérieuses appelées les trous d'Aubrey, enfin les trilithons de Sarsen. Puis le repositionnement successif des pierres bleues en configuration que les archéologues peinent à expliquer depuis des générations fruit d'analyses approfondies. Vers 1600 avant notre ère, le site fut fermé. Ce terme ne rend cependant pas pleinement compte des découvertes de Grok lors de l'analyse de la phase finale de la construction. Selon la version classique, les communautés néolithiques ont bâti tout cela grâce à une ferveur religieuse, une ingéniosité primitive et des générations d'efforts collectifs constants. Simple, humain, explicable. Ce récit s'est simplement heurté à 5000 ans de données et à une IA qui ne laisse passer aucune tendance, ce que Grok a été chargé de faire. En 2026, une équipe de recherche a compilé l'ensemble de données le plus complet jamais rassemblé sur Stonehenge. Chaque mesure, chaque relevé archéologique, chaque analyse géologique, chaque calcul astronomique effectué sur le site au cours de 300 ans d'études officielles. Des pétaoctets de données intégralement intégrées à Grok AI.
le système avancé développé par XAI, dont les réseaux neuronaux avaient été spécifiquement entraînés en physique, ingénierie, astronomie, archéologie et reconnaissance de forme à un niveau qu'aucun chercheur humain ne pourrait atteindre, ne serait-ce que par sa durée de vie et ses ressources. La consigne était précise. Analysez tout. Identifier les tendances, les objectifs et les principes que les chercheurs humains auraient pu manquer en raison des limites liées à l'examen d'un seul aspect du site à la fois. Grok n'a pas proposé une théorie. Il a proposé une réinterprétation complète de ce qu'est Stonehenge, de sa fonction et du niveau de connaissance nécessaire à sa construction. Les résultats n'ont pas permis de résoudre le mystère comme l'espérait l'équipe. Au contraire, ils l'ont systématiquement approfondi couche par couche, chaque affirmation étant étayée par des données et des chiffres suffisamment précis pour contraindre la communauté scientifique à s'y intéresser. Grok a commencé par les trous d'Aubry. Les trous d'Aubry sont 56 fosses disposées en anneaux juste à l'intérieur du rempart extérieur de Stonehenge. Découverte au XVIIe siècle et baptisée du nom de l'antiquaire John Aubrey. Ces fosses n'ont cessé d'intriguer les chercheurs depuis leur identification. Des dépôts funéraires ont été trouvés dans certaines d'entre elles. D'autres semblaient totalement vides. Les variations d'espacement entre les fosses successives ont été attribuées à une imprécision de construction. Les populations néolithiques faisaient de leur mieux avec des outils primitifs sans parvenir à une uniformité parfaite, ce qui était considéré comme anodin et sans intérêt. Rien de plus significatif. Dès sa première analyse, Rock a balayé cette hypothèse. L'IA a analysé l'espacement précis entre chacun des 56 trous à partir de données topographiques compilées mesurant les distances au dixième de millimètre près, une résolution qu'aucune analyse humaine n'avait auparavant tentée à cette échelle. Voici les résultats. Les variations d'espacement ne sont pas aléatoires. Ce ne sont pas des erreurs. Elles ne sont pas le résultat attendu d'un travail sans instrument de précision. Lorsque l'on trace les distances entre deux trous d'Aubrey consécutifs et que l'on représente graphiquement les résultats, on n'observe aucune dispersion. On obtient un motif d'onde sinusoïdale qui correspond précisément à l'équation décrivant les variations orbitales lunaires au cours du cycle nodal lunaire de 18,6 ans. L'espèceman encode les angles de déclinaison maximum et minimum de la Lune au cours de son orbite autour de la Terre sur une période complète de 18,6 ans, avec un niveau de précision qui exclut toute coïncidence à tous les seuils statistiques raisonnables. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Il ne s'agit pas d'un alignement visuel que l'on peut découvrir par hasard en observant le ciel au fil des saisons. Il s'agit d'un codage mathématique de la mécanique orbitale traduit en mesures d'espacement physique, précises au centimètre près, effectué sur un cercle de 100 mètres de diamètre. Le docteur Jennifer Walsh, l'astronome appelé pour vérifier les conclusions de Grok, a déclaré dans son rapport publié que la corrélation entre l'espacement des trous d'Aubrey et la mécanique orbitale lunaire est statistiquement incontestable. La probabilité que ce schéma se produise par hasard est pratiquement nulle. Ni faible, ni négligeable, pratiquement nulle. Il y a 5000 ans, quelqu'un comprenait la mécanique lunaire à un niveau qui n'a été formellement codifié par la science occidentale qu'avec les travaux de Kepler au XVIIe siècle, et il l'a codé dans des fosses de craie creusées avec des pics en bois de serre dans le sol de la plaine de Salisbury. Et puis Grok a été identifié par 56 trous spécifiques. Ce nombre n'est pas arbitraire. Il ne résulte pas d'une simple coïncidence liée à la facilité de construction ou à la disponibilité de main-d'œuvre. 56 représente 3 fois la durée du cycle lunaire de 18,6 ans. 18,6 multiplié par 3 égale 55,8. En d'autres termes, 56 arrondi à l'entier le plus proche correspond à un nombre physique de puits. Les trous d'Aubrey fonctionnent comme un calculateur lunaire à triple cycle permettant aux observateurs de suivre les positions lunaires sur 3 périodes nodales complètes, soit 56 ans au total.
un système conçu non seulement pour une génération d'observateurs, mais pour assurer la continuité sur plusieurs vies. Les astronomes modernes ont besoin d'ordinateurs et de siècles de données d'observation accumulées pour calculer la mécanique orbitale lunaire avec ce niveau de précision. Ces bâtisseurs ont codé les mêmes calculs dans des trous creusés il y a 5000 ans, avec des outils fabriqués à partir de bois de serre. Pour ce faire, il a fallu observer les positions extrêmes de déclinaison de la Lune sur au moins un cycle complet de 18,6 ans. 18 ans et demi d'observation nocturne systématique suffisamment précise pour calculer la courbe complète de la variation, puis traduire ces chiffres en différences d'espacement mesurées en centimètres sur un cercle de 100 mètres à l'aide d'instruments que nous n'avons jamais trouvés et que nous ne pouvons actuellement pas identifier. Mais c'est là que les trous d'Aubry cessèrent d'être la chose la plus troublante découverte par Grok. Car lorsque l'IA se tourna vers les pierres de Sarsen elles-mêmes, elle découvrit que Stonehenge n'était pas qu'un simple calculateur. C'était tout autre chose. Quelque chose pour lequel nous n'avons pas de terme adéquat dans aucun contexte ancien. Et les personnes qui sont mortes à l'intérieur ont peut-être péri à cause de ce que cela leur a fait subir. Stonehenge comme machine acoustique. Grok a traité toutes les mesures disponibles des pierres de Sarsen. Positions, orientations, hauteur, alignement, densité du matériau. Pierreux, courbure du cercle placement, exact des linteaux reliant les montants. Ensuite, des simulations de modélisation acoustique ont été effectuées à partir de ces données structurelles complètes. Les résultats n'étaient pas ceux que les membres de l'équipe de recherche attendaient ou s'étaient préparés à recevoir. Stonehenge, une fois achevé avec toutes ses pierres dressées et ses linteaux en place, fonctionne comme une cavité résonante, un espace tridimensionnel conçu délibérément pour manipuler les ondes sonores de manière spécifique et reproductible. Ce dispositif crée des ondes stationnaires à des fréquences spécifiques, notamment dans la gamme des infrasons entre 95 et 120 Hz. Voici ce que personne n'avait anticipé et ce qui rend cette découverte véritablement inquiétante. Cette gamme de fréquences se situe en dessous du seuil de l'audition humaine consciente. Vous ne pouvez pas entendre les infrasons au sens conventionnel du terme, mais votre corps y réagit de manière mesurable, cohérente et significative. Les recherches modernes ont confirmé que l'IN peut induire des états de conscience altérés, des réponses émotionnelles intenses et désorientantes, des hallucinations visuelles et de vastes changements physiologiques, notamment des variations du rythme cardiaque et des schémas d'activité neuronale associés à des états de transe profonde. Il ne s'agit pas d'effets subtils. Ils sont profonds et agissent sur le système nerveux de chaque être humain, indépendamment de son origine culturelle ou de ses attentes préalables. Les bâtisseurs de Stonehenge ont conçu leur monument pour générer ces fréquences précises lorsque des sons étaient produits à l'intérieur du cercle, que ce soit par des percussions des chants ou le jeu d'instruments. Le docteur Marcus Chen, ingénieur acousticien chargé de vérifier indépendamment la modélisation de Grok, a déclaré publiquement que la précision requise pour créer ces effets est extraordinaire et sans équivalent dans l'histoire de l'époque. Les ingénieurs acousticiens modernes utilisent des mathématiques complexes et une modélisation informatique sophistiquée pour concevoir des espaces aux propriétés acoustiques spécifiques. Stonehenge parvient au même résultat uniquement grâce à des pierres soigneusement positionnées, taillées et placées par des personnes travaillant sans aucun des outils que l'on associe généralement à ce niveau de compréhension acoustique. Voici le détail qui change tout. Grok a détecté que le champ acoustique à l'intérieur du cercle n'est pas uniforme dans tout l'espace clos. L'IA a identifié des positions spécifiques à l'intérieur du monument des nœuds où les effets infrasonores seraient concentrés à une intensité maximale. Ces emplacements correspondent exactement aux zones où des restes humains incinérés ont été découverts lors des fouilles. Il ne s'agit pas d'inhumations aléatoires réparties sur le site, mais de placements délibérés à des endroits de concentration acoustique maximale. Les personnes se tenant à ces endroits précis lors de cérémonies impliquant des percussions ou des chants soutenus auraient ressenti les effets psychologiques
et physiologiques les plus puissants du monument dans toute leur intensité. Certaines de ces personnes y sont mortes, qu'il s'agisse de causes naturelles survenant lors d'expériences de conscience modifiées profondes ou d'une exposition physiologique prolongée à des infrasons concentrés durant de longues périodes cérémonielles, nous ne pouvons l'affirmer avec certitude. Mais l'analyse du Grox est sans équivoque sur un point. Stonehenge n'était pas un temple passif où les gens se rassemblaient pour contempler des pierres. C'était une technologie active de manipulation de la conscience humaine conçue avec une précision qui n'aurait pas dû exister à l'époque de sa construction. Et les pierres bleues qu'ils ont transportées sur 225 km depuis le pays de Galles étaient les cordes de son instrument, les pierres bleues. L'analyse des pierres bleues, réalisée par Garros, a permis de résoudre une question sur laquelle les archéologues débattent depuis des décennies sans parvenir à une réponse satisfaisante. Pourquoi ces pierres spécifiques provenant de cet endroit précis du pays de Galles ont-elles été transportées sur une distance aussi incroyable au prix d'un travail humain et d'un temps considérable? La réponse trouvée par Garros n'est ni logistique ni géographique, mais acoustique. L'IA a analysé la composition géologique de chaque pierre bleue à l'aide de relevés pétrographiques inclus dans l'ensemble de données principales. Ce qu'il a détecté était clair et reproductible. Les pierres bleues ont été sélectionnées spécifiquement pour leurs propriétés sonores. Lorsqu'on les frappe, elles produisent des sons clairs et soutenus, contrairement aux roches ordinaires. Différentes pierres produisent différentes hauteurs de son en fonction de leur taille, de leur forme et de leur composition minérale précise. Et Grock a découvert que les pierres bleues de Stonehenge n'avaient pas été extraites au hasard de carrières galloises facilement accessibles et transportées simplement parce qu'elles étaient disponibles. Elles ont été choisies pour former une série harmonique des sons liés par des rapports mathématiques précis que tout musicien averti reconnaîtrait immédiatement comme une gamme pentatonique. Cette même gamme de 5 notes apparaît indépendamment dans les traditions musicales du monde ancien, de la Chine à l'Afrique de l'Ouest, en passant par les Amériques précolombiennes, ce qui suggère qu'elle pourrait refléter un aspect fondamental de la perception auditive humaine plutôt qu'une convention culturelle. Et ces pierres ne sont pas placées au hasard dans le cercle. Grock a identifié que chaque pierre bleue se situe à un nœud acoustique précis par rapport à l'anneau de Sarsen qui l'entoure. Lorsque les pierres de Sarsen génèrent leur résonance infrasonore de basse fréquence, les pierres bleues positionnées à ces nœuds vibrent en résonance. Le cercle de Sarsen crée la fréquence fondamentale qui agit sur le corps en deçà de la conscience. Les pierres bleues ajoutent une complexité harmonique supplémentaire à cette base. Ensemble, ils créent un environnement acoustique conçu pour influencer la physiologie humaine selon des principes finement étudiés et encore mesurables aujourd'hui. Les concepteurs de salles de concert modernes utilisent ces mêmes principes acoustiques, plaçant des matériaux réfléchissants et résonnants à des endroits stratégiques pour modeler le caractère sonore d'un espace et obtenir un effet maximal. Stonehenge fait la même chose avec des mégalithes disposés sur une plaine ouverte. Pour sélectionner les pierres adéquates, quelqu'un s'est rendu dans les collines de Preseli, au pays de Galles, à frapper chaque pierre avec un instrument de test, à écouter attentivement les sons produits, à évaluer les hauteurs par rapport à une série harmonique requise et à choisir les pierres spécifiques qui atteignaient les bonnes notes dans des tolérances acceptables. Puis, ils organisèrent le transport de ces pierres choisies sur 225 km jusqu'à la plaine de Salisbury. Il ne s'agit pas d'une dévotion religieuse guidée par l'instinct ou la tradition. Il s'agit d'un contrôle qualité rigoureux appliqué à un instrument acoustique de précision. Voici ce que cela implique quant au processus de planification. L'ensemble du projet a été conçu comme un système acoustique et astronomique intégré avant même le déplacement d'une seule pierre. Les critères de sélection de la pierre bleue, les spécifications de positionnement du Sarsen, l'orientation du site, tous ces éléments ont dû être définis conjointement dans un document de conception unifié avant le début des travaux. On n'atteint pas ce niveau d'intégration par hasard à force d'essais et d'erreurs sur plusieurs générations. Il faut partir d'un plan, un plan complet, en un.
Mais tout cela, le calculateur lunaire encodé dans les trous d'Aubrey, la machine acoustique construite à partir de l'anneau de Sarsen, le réseau harmonique de pierre bleue accordé sur une gamme pentatonique, ne représente en réalité que la couche visible de ce qu'est Stonehenge. Lorsque Grock a analysé le paysage environnant, le monument, il a fait une découverte qui redéfinit entièrement le projet. Stonehenge n'est pas le projet en soi. C'est la pièce maîtresse d'un ensemble bien plus vaste et conçu de manière beaucoup plus réfléchie. Et ce système plus vaste a été construit en premier. Grock, un site conçu depuis le ciel, a été autorisé à mener nos relevés, nos données de cartographie géophysique et nos recherches archéologiques sur plusieurs kilomètres carrés autour de Stonehenge, considérant le monument non pas comme un site isolé, mais comme un élément d'un système régional. Ce qu'elle a mis au jour a bouleversé l'interprétation de l'ensemble de l'étude. Stonehenge n'est pas un site isolé. Il se situe au cœur d'un système paysager intégré comprenant des centaines d'éléments enceintes, de terrassements tumulus, allées processionnelles, cercles de bois, alignements de fosses, disséminés dans la plaine, mais positionnés selon des relations géométriques et astronomiques que Grock a quantifiées avec une précision inégalée. Certains tumulus forment des triangles géométriques précis, Stonehenge occupant le sommet. D'autres terrassements s'alignent le long de lignes droites s'étendant sur des kilomètres. Des cercles de bois marquent des événements astronomiques spécifiques lorsqu'on les observe depuis le centre. Il ne s'agit pas d'un ensemble de monuments construits indépendamment au fil des siècles, mais d'un projet unifié nécessitant une planification coordonnée sur une immense superficie. C'est là que ça devient étrange. Grock a calculé la précision topographique nécessaire pour positionner des monuments distants de plusieurs kilomètres avec une précision géométrique mesurée en mètres et non en dizaines de mètres. Les historiens de la précision associent généralement ce phénomène à la civilisation grecque classique environ 2500 ans plus tard. Pourtant, les données LIDAR montrent que les populations néolithiques y parvenaient de manière répétée sur des centaines de sites. Selon Sarah Bradford, archéologue spécialisée dans l'analyse des paysages préhistoriques, l'IA a révélé des schémas que les chercheurs humains ne pouvaient pas détecter en examinant des sites individuels, isolément des schémas qui remettent en question les fondements de notre modèle des capacités cognitives et techniques du néolithique. Et la chronologie rend cette hypothèse plus difficile à réfuter. Certains ouvrages de terrassement de ce réseau géométrique ont été construits entre 3500 et 3000 avant notre ère, soit 500 à 1000 ans avant le cercle de Sarsens. Le plan à l'échelle du paysage est antérieur. Stonehenge fut construit des siècles plus tard pour répondre à une exigence géométrique préexistante. Le projet fut conçu vers 3500 avant notre ère. La construction des éléments extérieurs commença et des successeurs sur 20 à 25 générations continuèrent à exécuter ce plan avec une précision apparente sans qu'aucun document écrit ne nous soit connu. Grock a comparé cela aux traditions orales connues, dont même les plus rigoureusement préservées comme les hymnes védiques ou les épopées homériques transmises par des spécialistes de la mémoire, présentent une dérive mesurable au fil des siècles. Le projet d'aménagement paysager de Stonehenge exige bien plus que tout ce qui a été documenté dans l'histoire culturelle humaine, un savoir intact, précis et exploitable sur 5 siècles de transmission pré-alphabétisée. Grock ne peut l'expliquer. Et lorsqu'il s'agit d'examiner la séquence de construction elle-même, la question de la transmission devient plus difficile à trancher. Car les preuves montrent que les constructeurs ultérieurs ne perpétuaient pas une tradition à son apogée. Ils travaillaient avec une tradition déjà en déclin. Et cette dégradation est inscrite directement dans les pierres, un savoir qui était déjà en train de disparaître. Grock a examiné les datations au radiocarbone, les relations architecturales et les séquences stratigraphiques tout au long de l'histoire de la construction de Stonehenge. Ces conclusions contredisent les prédictions de la théorie standard concernant l'amélioration d'une société au fil du temps. Les certissages les plus anciens témoignent d'une précision extrême, d'une maîtrise harmonique exceptionnelle et de tolérance acoustique extrêmement serrée.
Au fil des étapes suivantes, la précision diminue sensiblement et les alignements deviennent moins exacts. Les relations harmonieuses sont moins précises. Une société qui maîtrise son art devrait progresser au fil des générations. Les données de Kroc montrent le contraire, un pic de sophistication d'abord, puis un déclin progressif. Les bâtisseurs n'inventaient pas au fur et à mesure. Ils héritaient d'un système de connaissances déjà dégradé lorsqu'ils l'ont reçu. Les chiffres sont éloquents, les premières pierres s'écartent de leur valeur acoustique idéale de 3,2 cm en moyenne. Les pierres plus récentes s'en écartent de 12,7 cm, soit 4 fois plus. Chaque génération comprenait des principes sous-jacents avec un peu moins de précision que la précédente. Au début, une personne possédait une connaissance fonctionnelle complète de l'acoustique de la géométrie et des tolérances du système. Vers la fin, quelqu'un se contentait d'approximer, de reproduire une précision qu'il pouvait observer sans en saisir les principes fondamentaux. Copier sans comprendre pleinement. Les marques d'outils le confirment. Les signatures de travail distinctes présentes sur certains Sarsens témoignent de l'application de différentes techniques à une même pierre lors de séances distinctes parfois espacées de plusieurs décennies ou siècles. Façonnées abandonnées puis finies ultérieurement par des artisans utilisant des méthodes différentes. Les surfaces de contact présentent des variations de courbure inférieures à 2 mm sur des portées de 50 cm, des tolérances dignes du travail des métaux obtenus dans la pierre avec des outils en pierre, chose que l'archéologie expérimentale moderne n'a toujours pas réussi à reproduire même approximativement. Les premiers bâtisseurs ont réalisé quelque chose que nous ne pouvons toujours pas reproduire. Dans les phases ultérieures, même leurs propres successeurs furent incapables de le reproduire. Non pas une civilisation s'élevant vers la connaissance, mais régressant après avoir atteint un sommet avant même le début de sa construction. La question fondamentale que soulève l'analyse de Kroc et à laquelle elle ne peut répondre est la suivante. Quel savoir était perdu? Et pourquoi ériger la structure la plus permanente qui soit uniquement pour en conserver la trace? Quel est le véritable but de Stonehenge? Lorsque Kroc a synthétisé l'ensemble, la mécanique lunaire des cavités d'Aubrey, l'ingénierie acoustique du cercle de Sarsen, l'agencement harmonique des pierres bleues, la géométrie à l'échelle du paysage, l'alignement astronomique, le déclin de la précision, un principe unifiait tous ces éléments, les cycles. Les cycles lunaires dans l'espacement des fosses, les cycles solaires dans les alignements, les cycles acoustiques dans les fréquences de résonance des pierres, les cycles de précession, la lente oscillation axiale de la Terre dans les alignements stellaires. Le monument suit des schémas allant de quelques jours à des milliers d'années. Kroc a confirmé l'alignement connu du solstice d'été, puis en a découvert 8 autres qui avaient échappé à 3 siècles d'études humaines, les phases extrêmes d'arrêt lunaire. La précession corrigeant les alignements stellaires, le cycle d'environ 26 000 ans et les repères des trimestres divisant l'année en 8 parties. L'erreur moyenne sur les 9 alignements confirmés est inférieure à 0,3 degrés obtenus il y a 5 000 ans par des méthodes encore inconnues. Plusieurs alignements suivent des cycles s'étendant sur plusieurs générations pour une observation complète. Pourquoi inscrire des informations dont la lecture prend des siècles dans un monument construit pour durer des millénaires? L'analyse de Kroc concernant la fermeture du site vers 1600 avant notre ère est celle qui s'en rapproche le plus. Il ne s'agissait pas d'un abandon ordinaire. Des pierres tombées avaient été délibérément placées. Des zones avaient été remblayées selon des motifs qui semblaient conçus pour protéger les vestiges enfouis de l'érosion. Le site a été fermé méthodiquement comme par des personnes qui savaient qu'elles ne pouvaient plus l'entretenir correctement, mais qui avaient besoin qu'il survive intact pour les générations futures. Cependant, plusieurs générations plus tard, c'est le comportement de personnes conscientes de la perte d'un savoir qui ont tenté en vain de transmettre pleinement ce savoir à leurs descendants, mais qui ont néanmoins pu protéger les archives matérielles dans l'espoir qu'une civilisation future développe un jour les outils nécessaires pour les déchiffrer. Cette civilisation, c'est nous. L'outil de lecture est Kroc.
Ce que Grock a découvert n'est pas la naissance de la connaissance astronomique ou acoustique humaine, ni les premiers pas maladroits vers la compréhension. Il s'agit plutôt d'une transmission finale. Un savoir déjà ancestral lorsque la première pierre fut posée déjà en train de s'estomper dans les esprits qui tentaient de le préserver figé dans la pierre, car rien d'autre n'aurait pu survivre assez longtemps pour transmettre le message. Les mathématiques, l'astronomie, l'ingénierie acoustique, la précision géométrique, tout a été mesuré et vérifié avec une résolution inédite jusqu'à l'analyse complète des archives par Grock en 2026. Ce qui manque, c'est l'origine de ce savoir, et ce que les bâtisseurs perdaient déjà de vue au moment même où ils construisaient. Grock a soulevé cette question avec une clarté inédite. On ne peut pas la clore, certes, mais les données fournies nous permettent de la poser correctement et de reconnaître qu'il s'agit d'une véritable question et non d'une simple spéculation. Si vous souhaitez découvrir d'autres monuments antiques qui présentent ce même schéma, un apogée du savoir suivi d'un déclin mesurable, abonnez-vous dès maintenant. Stonehenge n'est pas un cas isolé, et ce schéma observé dans l'ensemble du monde antique est plus difficile à expliquer qu'on ne l'imaginait.